qui va être présenté par deux personnes, qui sont le professeur Dubourdon et le docteur Nonos, qui vont venir nous présenter un petit peu leur diaporama. Donc j'appelle sur scène s'ils sont prêts. Je pense qu'ils sont dans les loges, on les a perdus. Ah, on a le docteur Nonos qui arrive, et le professeur Dubourdon. Ça tombe bien, vous tombez au bon moment. Vous allez pouvoir nous présenter ce diaporama. Bon professeur Dubourdon, tu peux peut-être enlever ton masque, il n'y a pas d'abeille ici, hein. Ça craint rien, c'est sûr? Non, ça va, tu peux aller. Alors nous avons décidé de vous présenter une anatomie comparée entre les abeilles et les hommes, parce qu'on a des points communs, on a des points différents, et puis aussi au niveau de la société des abeilles et de la société des humains, c'est pas tout à fait la même chose. Et si j'ai mis un homme de Cro-Magnon, c'est que moi, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'en 2019, l'humain ne se comporte pas toujours comme il faudrait. Des fois, on a l'impression qu'on en est resté un peu à cet âge-là. Alors donc, un dessin, voyons voir à quoi ça ressemble. C'est énorme, ça. Alors, c'est pas forcément gros par le volume, mais par le nombre de sujets, c'est énorme. Combien il y a d'abeilles là-dedans? Dans un dessin comme ça, on peut compter entre 30 et 50 000 individus. Ah oui, d'accord, ok. Donc on peut comprendre qu'il suffit de 5 ruches pour faire la population de Lyon. C'est quand même quelque chose d'énorme. Oui, parce que ça, c'est les 5 qui est entre 30 et 50 000, mais une ruche en pleine dynamique, c'est entre 80 et 100 000 sujets. Ah oui, quand même. Oui, ça fait du peuple, hein, tout de suite. Et donc la reine, elle est au milieu, là. Alors, la reine, elle est parfois au milieu, parfois au bord, parce que ses organes sexuels craignent énormément la surchauffe. Ah oui, donc elle va au milieu pour être réchauffée, mais de temps en temps, elle ressort de la grappe pour faire redescendre sa température corporelle. D'accord. Alors, la ruche, c'est un petit peu comme finalement un appartement HLM. C'est exactement la même chose. Il y a la partie où on vit, il y a la partie où on fait les bébés, puis il y a la partie où on stocke les provisions. On a le bouton du haut. Voilà, donc ici, ah oui. ici voilà. Alors, donc je me repère, là on est là. Donc là on a la partie de reproduction, tout ça ici c'est les futures abeilles qui vont naître, c'est le couvain. On a un petit peu de stock de nourriture pour manger immédiatement. Et puis là, en haut, dans la partie haute, qu'on appelle la hausse, c'est là où elles vont stocker le surplus que nous, on va venir récupérer. Mais à aucun moment, on va venir leur toucher ce qui est en bas, c'est leur réserve pour l'année. Pas touche mon miel. Pas touche mon miel. Alors, pour voir, on ne va pas détailler toute l'anatomie du corps humain et de l'abeille, bien entendu, sinon on y resterait longtemps. Simplement, au niveau de l'œil humain, on a 130 millions de cellules photosensibles. C'est-à-dire que nous n'avons que 2 yeux. La lumière passe au travers de la lentille et la rétine est au fond. Et cette lentille est composée de milliers de capteurs à la lumière, certains pour certaines couleurs, d'autres pour d'autres couleurs. Et en revanche, l'abeille... En fait, elle a à peu près le même œil, sauf qu'il n'y a pas la finalité avec la lentille devant. Donc elle a l'œil primaire, où elle a toutes ces dizaines, voire centaines de cellules qui lui permettent d'analyser ce qu'elle a à voir et d'avoir une vue à 180 degrés du coup. Ah oui, nous les humains, on a une vue quand même beaucoup plus étriquée. Beaucoup plus étriquée, elle n'a pas besoin de tourner la tête pour voir sur les côtés. Voilà, oui, elle a une vision plus globale de l'environnement. Tout à fait. Ouais, c'est très bien ça. Et puis, comment dire, les couleurs en vue. Le spectre lumineux. Voilà. Donc les humains, nous, on voit donc depuis le rouge jusqu'au bleu-violet, alors que les abeilles... Les abeilles ne voient pas les infrarouges, elles voient que les ultraviolets, donc elles voient du violet jusqu'au vert moyennement foncé. Mais a priori, il n'y a pas d'utilité particulière. Ça ne les gêne pas du tout, parce qu'en fait, tout ce que nous, on voit dans les couleurs jaune ou rouge, elles le voient dans d'autres couleurs.
elles le voient quand même, mais elles interprètent une autre couleur. C'est-à-dire que le rouge, elles le voient marron, par exemple. D'accord. Alors, ça, par contre, c'est un organe que nous n'avons pas. Et, enfin, nous l'avons, mais en plusieurs parties. Les antennes. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'elles nous permettent aux abeilles. Alors, ça permet aux abeilles la détection et la localisation des odeurs. Donc, ce que nous, on fait avec le nez, elles le font avec les antennes. D'accord. Et en particulier, les phéromones. Notamment tout ce qui est les phéromones pour la reconnaissance du groupe, de la ruche et de la reine. Parce qu'elles se reconnaissent entre elles grâce aux phéromones. Chaque reine d'une colonie diffuse des phéromones et toutes les abeilles vont régulièrement la lécher pour s'en imbiber et pouvoir diffuser, transporter l'odeur et la diffuser. C'est leur signe de reconnaissance, c'est leur carte d'identité entre guillemets. Voilà. Et donc nous on parle avec des mots et les abeilles parlent avec des phéromones. Alors la perception du CO2, de l'humidité, de la température, c'est vrai qu'elles n'ont pas de baromètre, elles n'ont pas de thermomètre et elles jugent tout par rapport à ça. Le matin, en saison normale, à part quand il fait froid, quand elles veulent savoir si elles peuvent sortir butiner, si les conditions sont appropriées, il y en a qui sortent sur la planche de vol, de la ruche, sur l'entrée, et qui commencent à regarder ce qui se passe, à se frotter les antennes. Si le temps est trop humide ou trop froid, elles rentrent dans la ruche et elles communiquent l'information aux autres. Et à contrario, si c'est infavorable, elles y vont. Elles goûtent aussi alors, avec leurs antennes. Alors, elles ne goûtent pas avec les antennes, elles goûtent avec la langue, mais ça leur permet d'interpréter les goûts et d'arriver à les repérer, tout de moins. Et elles perçoivent les vibrations. Alors, et exactement, elles sont très très sensibles aux vibrations. À tel point que lorsqu'ils passent, on est en train de bricoler nous dans nos ruches, s'ils passent les avions de chasse qui sont en entraînement, rien que les vibrations provoquées par l'avion de chasse que nous on ne ressent pas, elles les ressentent immédiatement avec leurs antennes et ça les met d'une humeur extraordinaire. Voilà, et donc nous avons les gendarmes qui, avec les radars sur l'autoroute, elles ne se font jamais flasher en fait. Jamais trop, en principe ça se passe assez bien. Et c'est ce qui leur permet aussi d'aller détecter les sources de nourriture, parce qu'une abeille qui revient, on nous indique toujours que dans la ruche, elle fait une danse pour indiquer où se trouve la nourriture. En fait, avec la danse qu'elle fait sur le cadre, l'espèce de 8 qu'on nous montre souvent, elle indique juste la direction où il faut aller. Mais la direction et le temps qu'il faut pour y aller. Et alors le temps qu'il faut pour l'interpréter, c'est avec ses antennes qu'elle va pouvoir mesurer la vitesse à laquelle elle vole, et si elle s'en rapproche ou non du lieu indiqué par la danse. Et la précision barométrique, on a vu. C'est exactement voilà. Comme tout à l'heure pour l'humidité ou la température. Donc rien qu'avec cet organe extraordinaire, elles ont à la fois un GPS, un baromètre, une analyse du goût et des parfums. C'est vraiment des animaux extraordinaires. Alors l'appareil digestif humain, je ne vais pas vous faire un topo trop long, hein, simplement l'appareil digestif commence au niveau de la bouche, l'œsophage, ça arrive dans l'estomac, c'est brassé environ 2 heures après le repas, avec les acides gastriques qui permettent aussi de désinfecter notre nourriture. Et puis ensuite, avant de descendre dans l'intestin grêle, on a le foie et derrière le pancréas qui vont envoyer des sucs digestifs qui vont compléter la digestion de nos aliments. Et puis, donc, l'absorption des vitamines, des nutriments, lipides, protéines, glucides se fait au niveau de l'intestin grêle. Et une fois que cela est fait, ça chemine dans le gros intestin qui, lui, a plutôt un rôle de dessiccation, c'est-à-dire d'enlever, prélever de l'eau dans nos matières. Alors là, on va arriver sur le système digestif de l'abeille qui, lui, est beaucoup plus simple. J'arrive pas tellement avec cet appareil, je suis... Oui. Juste, on est parti. Ah oui, donc là c'est le... Alors là on a le jabot, c'est-à-dire que c'est là qu'elle va stocker le nectar quand elle l'a pompé dans les fleurs et qui lui permet de le recracher, c'est l'équivalent de la panse de la vache. Derrière elle a le système intestinal et digestif qui lui permet d'en retirer tous les principes actifs et notamment les glucides dont elle a besoin. Et ça se termine par l'équivalent de notre gros intestin, c'est l'ampoule rectale, à la seule différence, c'est qu'elle n'est pas obligée, comme nous les mammifères, d'aller la vider tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Elle peut rester 15 jours sans vider son ampoule rectale. C'est une ampoule très très extensive. C'est en fait ce qui lui permet de compenser les aléas climatiques qui l'empêchent de sortir de la ruche pour se vider. C'est-à-dire que s'il fait trop froid pendant plusieurs jours pendant l'hiver et que l'abeille sortait, elle serait sûre de mourir. Donc elle va pouvoir se retenir d'aller aux toilettes pendant plusieurs jours. Exactement, pendant plusieurs jours. Alors, on verra peut-être
Alors, voilà, gestion de la... Quand l'abeille a trouvé de la nourriture, donc elle fait sa danse. Tout à fait. Alors, Elle va danser sur le cadre pour indiquer l'orientation par rapport aux rayons du soleil, de la distance et de la direction pour aller rechercher cette source de nourriture. au niveau de la société, ce qui est intéressant, c'est quand une abeille trouve quelque chose, elle appelle toutes les copines pour le prendre, alors que les humains, nous, quand on trouve quelque chose, en général, on se le met plutôt dans la poche. Ah, tiens, explique-nous ce que c'est que la trophalaxie. Alors la trophalaxie, c'est l'échange de nourriture par la bouche qui permet notamment un mode d'information. Donc c'est à la fois un signe d'acceptation. Donc une abeille qui est étrangère à une ruche qui arrive avec l'estomac plein, le pratique de la trophalaxie, elle donne de la nourriture à toutes les abeilles, ça devient une amie, elle est acceptée par le groupe. Et dans le même laps de temps, sur la gestion de la nourriture, on parlait tout à l'heure de la danse pour savoir l'orientation pour aller chercher les fleurs, mais elles ne savent pas du tout ce qu'elles partent chercher. Elles ont juste une indication géographique. Et par l'échange de nourriture trophylactique, ça leur permet de connaître le goût qu'elles doivent aller chercher. Parce qu'elles ne partent pas faire la cueillette banalement comme quand nous on va aux champignons. Quand elles partent dans une direction, elles savent précisément la distance où elles vont, le temps qu'il leur faut et exactement ce qu'elles vont aller chercher. Si en chemin elles voient d'autres fleurs, elles ne s'arrêteront pas dessus, jamais. La trophalaxie au niveau humain, ça serait que si vraiment j'ai pas mangé pendant plusieurs jours et que ce Sten vient de manger un bon cassoulet, eh bien il faudrait qu'on fasse un bouche à bouche et qu'il me renvoie du cassoulet dans l'estomac. Bah, finalement je préfère les restaurants, quoi. Vous mangez chez moi. Voilà, donc là c'est le stockage, hein, c'est aussi un exemple, une petite boutade, on est toujours, l'abeille elle est en circuit court par rapport à nous, comme nous le verrons tout à l'heure, nous sommes dans des circuits malheureusement beaucoup plus longs. Et donc elle va chercher son miel, enfin elle va le faire, elle va prendre du pollen pour faire le pain d'abeille, et là aussi c'est une notion intéressante dans la société des abeilles, c'est qu'on partage aux plus démunis. Alors, chez les humains, chez les abeilles, c'est celles qui ont faim, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie sociale. Les abeilles, c'est celles qui ont faim, à qui on donne à manger, tout simplement. Alors le pollen, regardez comme c'est beau. Tu peux nous dire en 2 mots, comme elle... Alors pour récupérer le pollen, en fait le pollen, quand vous secouez une fleur, c'est la poudre colorée, une poudre très fine qui tombe. Et les abeilles, elles, le but c'est de l'agglomérer en boulettes comme on voit là à leurs pattes. Donc elles vont passer dans la fleur, enfin dans les étamines de la fleur pour s'enduire de cette poudre, elles vont en avoir le corps tout recouvert, et après, au moyen de leurs pattes avant sur laquelle elles vont déposer de leur salive, ça va leur permettre de coller ces microbilles de pollen et les agglomérer en boulettes sur leurs pattes arrière qui sont munies de petits peignes pour tenir les boules. Et le miel, alors c'est bizarre parce que sur ces rayons, je vois du miel qui brille, et puis là c'est opaque. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, celui qui brille, c'est du miel qui n'est encore pas vraiment du miel, c'est entre du nectar et du miel. Et celui qui est en haut, c'est bon, il est en conserve pour l'hiver, il ne bougera plus. Alors, c'est encore pas du miel. C'est-à-dire que les abeilles, quand elles vont butiner dans les fleurs, elles récupèrent ce qu'on appelle du nectar, c'est 80% d'eau, 18% de sucre, et 2% de ces minéraux, résidus polliniques et tout un tas de choses. Si on fait un mélange miel, sucre et résidus polliniques, on a tout ce qu'il faut pour eau et résidus polliniques, on a tout ce qu'il faut pour faire une fermentation. Donc le boulot de l'abeille, c'est de passer de 80% d'eau et 18% de sucre à l'inverse parfait. C'est-à-dire 18% d'eau et 80% de sucre. Et ça, tout simplement, elles vont le faire par la trophalaxie, premièrement. En les changeant de bouche à bouche, elles vont à chaque fois garder de l'eau en elles, de l'humidité en elles, et rejeter du nectar un peu plus concentré en sucre. Et deuxièmement, par la ventilation, elles vont créer une évaporation. Et une fois que ce miel sera totalement mûr et ce nectar qui est là aura atteint les 80% de sucre, là, à ce moment-là, elles vont fermer leur conserve, elles vont mettre une opercule de cire au-dessus de l'alvéole pour le rendre étanche à l'air et à l'humidité. Ah, et alors là, je vois qu'il y a des couleurs Elles ont mis des additifs colorés pour que ça attire les petites larves, ou pourquoi on a des couleurs différentes? Non, ça c'est les abeilles italiennes, elles ont un don pour l'esthétisme, donc elles colorent dans les... Non. Tout simplement, les pollens de fleurs ne sont pas tous identiques, donc elles récoltent du pollen, et suivant où elles ont butiné, il est de couleurs différentes. On va prendre par exemple sur le marronnier. Sur le marronnier, elle ramène un pollen qui est tout rouge, et à contrario, sur les coquelicots, elle ramène un pollen qui est noir comme du charbon. Donc,
à chaque fleur un pollen totalement différent, et c'est ce qui fait ces variantes de couleurs. C'est quoi là? C'est un ver de terre ici là? C'est un ver, mais pas de terre, c'est un ver d'abeille. En fait, où est mon petit point? Je te mets, Alors, là, on a une espèce de ver au milieu, ça c'est une larve d'abeille, et ce qui est blanc laiteux autour, c'est la gelée royale. Non, c'est la gelée royale qui sert à nourrir la larve dans ses premiers jours de vie. Mais au milieu, c'est juste une larve qui va devenir une abeille. Voilà, et nous, le stockage, eh ben, circuit long. C'est-à-dire que au lieu d'aller directement du producteur au consommateur, on utilise des tas d'intermédiaires. C'est bien problématique. Et puis il y a aussi d'autres stockages dans nos supermarchés ou dans nos magasins. C'est malheureusement ça. Donc, à cause de ça, eh ben, on a une grosse perte. C'est vrai qu'on a des gros soucis de disparition d'insectes, dû notamment à toutes ces certaines de ces molécules de synthèse qui peuvent être tragiques pour tous les insectes et du coup pour toute la chaîne alimentaire avec un effet de cascade. Alors voilà, là on commence à aller sur le sujet des pesticides, bien entendu. Nous, comme nous sommes bien plus gros que les abeilles, on ne meurt pas tout de suite, mais on meurt à petit feu. Les abeilles, elles, des fois, les pesticides sont tellement puissants qu'elles ne reviennent pas de la ruche. Il y en a certains qui ont un effet contact et immédiat, donc elles meurent immédiatement, elles ne reviennent pas. Et comme tu disais, pour nous c'est plus long, on est juste 10 000 fois plus gros, donc c'est 10 000 fois plus long, mais ça, à long terme, ça a le même effet. À coup sûr. Alors au niveau de la reproduction, il n'y a que la reine qui se reproduit, hein, je crois. Alors, il n'y a que la reine qui s'accouple et il n'y a que la reine qui est capable de reproduire des abeilles, de multiplier la colonie. Et c'est Cléopâtre en fait. C'est à peu près Cléopâtre, tout à fait ça. Alors elle est fécondée dans sa vie par 10 à 15 mâles, mais pourquoi seulement la reine? Tiens, j'y pense d'un coup. Tout simplement parce que tout à l'heure on montrait une larve qui nageait dans la gelée royale. Donc avant de devenir une abeille, pendant les 2-3 premiers jours larvaires, la larve est nourrie simplement avec de la gelée royale. Mais après ce sera un mélange, ce qu'on appelle une bouillie larvaire, c'est un mélange miel, pollen et gelée royale qui va donner une abeille. Alors pour donner une reine, pendant toute sa croissance, elle va être nourrie exclusivement avec de la gelée royale et c'est ça qui permet le développement des organes sexuels. En fait, la reine est juste une super abeille avec des organes sexuels développés. 2000 œufs par jour, hein, elle a une bonne santé quand même. Hein. Elle peut pondre jusqu'à son point en œuf au gros de la saison pendant le moment le plus dynamique. Et donc là, on peut voir ici, qu'est-ce que c'est que cet organe là, ces deux organes? Ah, ça c'est les ovaires. C'est les ovaires. Et les spermatozoïdes des 10 à 15 mâles avec qui elle s'est Elles se accouplée, reproduisent sont stockées dans la spermathèque parce qu'elle sera fécondée qu'une seule fois dans sa vie. Donc une reine peut vivre entre 2 et 4 ans. En fait, c'est suivant la quantité d'œufs qu'elle pond. Donc une reine est prédestinée pour pondre un nombre d'œufs. Si elle l'épuise vite, au bout de 2 ans, elle arrive au terme de sa vie et ça peut durer jusqu'à 4 ans. Et elle va puiser tout du long, dans cette réserve de spermatozoïdes pour féconder les œufs. Oula, bah dis donc, en plein vol, c'est ce qui s'est fait de s'envoyer en l'air. Hein. Exactement, elle s'envoie en l'air de façon équilibriste. Mais alors par contre, il n'y a que la reine qui va au 7e ciel, je crois. Hein. Il n'y a que la reine qui va au 7e ciel parce que tous les mâles qui vont la féconder vont mourir. Non pas qu'elle soit comme la menthe religieuse qu'elle les mange, mais lorsqu'ils fécondent la reine, ils perdent leur appareil sexuel qui reste accroché à celui de la reine. Et en continuant son vol, les spermatozoïdes du mâle continuent de migrer dans la reine. Quand la réserve de spermatozoïdes est vide, la reine s'en détache, laisse tomber l'appareil sexuel du mâle jusqu'à qu'un autre mâle vienne la féconder. Bah là, pour le coup, je préfère rester humain, hein. Tant qu'à faire. Avec des pensées. Voilà, alors là, c'est le cycle rapide Là, on voit que c'est la reine. Ici. Alors, voilà, on a le cycle de la ponte de l'œuf jusqu'à l'émergence de l'insecte. Donc pour une reine, il faut 16 jours. Pour une ouvrière, il y en faut 21. Et pour un mâle, il faut 24 jours. Et chez les abeilles aussi, les mâles, ils préfèrent rester au lit plus longtemps. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, c'est quoi ce... Donc là, on a ici les... Alors là, on a les larves qu'on voyait tout à l'heure, mais là, elles sont beaucoup plus grosses. Si on regarde bien, à côté, on a des toutes petites et des plus grosses. Elles sont en stade d'évolution. Et les plus grosses vont bientôt être fermées, c'est-à-dire que sur le côté, voilà, là où tu allumes, on voit ce qu'on appelle du couvain. C'est des larves qui franchissent un autre stade. Elles font leur nymphose et elles sont en train de se transformer en insectes. D'un espèce de petit asticot blanc, ça va devenir un début d'abeille. Mais pour ça, il faut qu'elle soit fermée dans une chambre totalement étanche.
C'est comme un cocon de papillon. C'est comme un cocon de papillon, c'est le même principe. Et alors par contre, ici, donc là on a la loge royale. Là il y a combien de reines là-dedans? Alors là-dedans, il y a une seule reine. Ah oui. Mais c'est beaucoup plus gros parce que déjà, elle est un tiers plus grosse que l'abeille, donc il faut que ce soit plus grand. Et puis pour avoir la place à la développer, comme il n'y en a pas à longueur d'année dans les ruches tous les ans, les abeilles la construisent à l'extérieur et la font plus grande pour pouvoir stocker un gros paquet de gelée royale pour que la larve puisse continuer de se nourrir tout du long. Voilà, ce sont les appartements royaux, s'il vous plaît. C'est la chambre de Louis XIV. Alors voilà, on va vous présenter la reine des abeilles. Ah, qui c'est qui m'a mis ça? C'est pas la bonne. Là, voilà. Alors, où est-elle? Je vous fais pas l'insulte, mais voilà. Donc, Alors, et si on regarde de près, qu'on s'amuse à compter, elle a exactement le même nombre d'anneaux que les abeilles sur l'abdomen, sauf que tout est beaucoup plus gros. voilà, Pour pouvoir loger les organes sexuels dedans. c'est pas facile de la voir parce qu'elle bouge dans la ruche, mais une fois qu'on l'a vue, on l'a bien repérée, on se trompe pas. Alors l'abeille, elle a des ennemis. Alors ça, vous allez voir. Donc en premier lieu. Alors ça, c'est qu'en Bretagne, c'est les tourteaux. Non, pardon. C'est le varroa. Alors le varroa, c'est la puce de l'abeille. C'est un petit bout qui vit sur le dos de l'abeille, qui est arrivé en Europe, en France en 1982 et dans le Rhône en 1985. Il vit sur le dos de l'abeille, il lui suce les molymphes et il affaiblit énormément les abeilles parce qu'il lui transmet tout un tas de virus et de bactéries lors de la succion. Donc ça, c'est un fléau pour les apiculteurs. Et il s'attaque même aux enfants. Alors le problème, c'est qu'il s'attaque même aux enfants lorsque les larves sont enfermées dans le couvain. Et l'énorme problème, c'est que comme c'est des êtres qui sont en plein développement et en pleine croissance, vu qu'ils leur pompent les molymphes, ils naissent tous avec des atrophies, donc des ailes en moins, l'estomac déformé, avec des défauts. Donc, en plus de quoi, les abeilles les ont élevés pour les tuer à la naissance, puisque comme ce sera des sujets inutiles à la société, elles vont les tuer dès qu'ils naissent. En fait, le varroa, c'est un peu l'inspecteur des impôts, quoi. Il pompe tout ce qu'il peut. C'est un peu l'inspecteur des impôts, tout à fait. Alors voilà, on a d'autres ennemis. Donc l'ennemi principal actuellement. L'ennemi principal actuellement, c'est le frelon asiatique, parce qu'il est arrivé chez nous d'Asie il y a une dizaine d'années, et pour le moment, il n'y a toujours pas de prédateur. Donc il se développe à sa guise, et il a trouvé des bonnes réserves alimentaires dans les ruches. Donc c'est un gros souci pour le moment. Donc quand les Asiatiques débarquent, c'est la catastrophe. Lui, je t'avais dit, c'est le péril chaud. Ah oui, pas que les humains. Quand même. Alors j'en profite aussi par rapport au conseil municipal. Il est très 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 important. Au début du printemps, quand donc À partir de la mi-mars. Voilà, il va falloir qu'à la mi-mars, on lance des campagnes de piégeage parce que les frelons asiatiques arrivent dans les monts du Lyonnais et quand ça commence à pondre, c'est énorme. Le nid, là, combien il peut mesurer ce nid? Alors, les plus gros nids qui ont été trouvés arrivaient à mesurer 80 cm de diamètre sur 1,50 m de haut. Donc, c'est des nids qui dépassent le mètre cube largement. Là, il ne faut pas y aller, même avec une tenue d'apiculteur, on n'y va pas. Il est bon de savoir que le dard du frelon asiatique fait quasiment 8 mm, donc il faut une tenue assez épaisse pour se protéger. Et ce que disait Olivier, il est bon de piéger, pas seulement pour les apiculteurs, parce qu'il arrive un moment où, quand il y a une surpopulation, comme on a vu dans le sud-ouest, en Gironde, tout ça, où ils s'attaquent à peu près tout ce qui est mangeable pour eux, donc les poussins dans les courtes fermes, tout ça, ils se mettent à plusieurs dessus, ils les tuent, ils les piquent et ils les dévorent aussi après. Alors, il leur faut plusieurs jours, plusieurs heures pour y arriver, mais ils arrivent à s'attaquer à tout ce qui est vivant et mangeable. Donc vous voyez que là, le combat est vraiment inégal entre le frelon et l'abeille. Elle n'a aucune chance. Là, il en fait de sushi. Là. Oui, il en fait du sushi, surtout qu'en plus, il gâche beaucoup, parce qu'il ne va manger que le thorax. Il ne mange ni la tête ni l'abdomen en plus. Je croyais que l'abdomen, il le mangeait pour le sucre, quand il a besoin de se développer. C'est vraiment quand il a besoin de sucre, c'est un moment très court de l'année. La plupart du temps, ils découpent, ils prennent que le thorax, voilà. Ce qui contient le plus de protéines. Ah oui, il laisse le blanc, il mange le jambon. Exactement. Alors, on a quand même le pire des ennemis de l'abeille. Voilà, c'est les pesticides. Le Roundup en tête de file, mais je vous montrerai que tout à l'heure, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, on les retrouve, et ça
c'est gravissime pour la biodiversité, pas que les abeilles. Nous, on parle des abeilles parce que nous sommes apiculteurs, Sosthène et moi, mais en fait, on est tous pris en compte là-dessus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les abeilles qui souffrent des pesticides, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, voilà, la notion de... Alors là, on va peut-être faire vite. Hein. La DL50, dose létale. Alors, la DL50, c'est la quantification, enfin la moitié de la quantification qui suffit pour tuer un individu. Donc, on nous répond souvent qu'on est en dessous de la DL50 dans l'utilisation de certains produits, c'est-à-dire qu'à la moitié de la dose qui tue, donc c'est pas grave. Enfin, c'est quand même la moitié de la dose qui tue. Oui, et puis en plus, les abeilles qui n'ont pas été tuées, elles sont beaucoup moins en capacité de ramener par exemple du pollen ou du nectar à la ruche. Donc la ruche s'affame et du coup, elle périclite. Elle périclite. Et une chose que nous verrons aussi tout à l'heure, je vous en reparlerai, c'est l'effet cocktail. C'est vrai que le mélange de certaines molécules, je ne suis pas chimiste et je ne pourrais pas plus m'étendre là-dessus, mais le mélange de certaines molécules arrive par réaction chimique, souvent, enfin parfois à créer une nouvelle molécule, une troisième molécule, souvent plus dévastatrice que la première. On nous a parlé il y a X années du gaucho qui était en fait l'imidaclopride, et lorsque le gaucho s'hydrolysait, il donnait une nouvelle molécule appelée oxyimidaclopride, qui était environ 1000 fois plus puissante que la première. Donc c'est des choses comme ça qu'on arrive à avoir. Sachant que pour continuer, la puissance de la chimie fait que si on prend le DDT qu'on a utilisé après la guerre comme facteur 1 d'agressivité, les néonicotinoïdes maintenant sont entre 5 et 9 000 fois plus puissants. 5 à 9 000 fois plus puissants. Donc si on nous dit oui, non mais vous savez, on en met 50 fois moins, et bien, du coup ça reste quand même que 100 fois plus puissant. Donc c'est très très grave. Et il n'y a pas que dans le Bordelais qu'on a des troubles de la fertilité finalement, chez les abeilles aussi. Chez les abeilles aussi, on a exactement le même problème. On a de façon récurrente à l'heure actuelle, on élève des reines pour changer les reines de nos ruches, pour faire des sélections. Et on a à l'heure actuelle environ 25% de nos reines qui sont strictement des non-valeurs. Elles ont les ovaires complètement nécrosés. Elles sont fécondées, mais elles sont incapables de pondre, ou alors elles pondent quasiment peu d'œufs qui viendront des abeilles, ça deviendra tout des mâles. Et nous verrons les troubles neurologiques après, chez l'homme, mais chez les abeilles c'est la même chose. Donc ce que je vous disais, elles se perdent, elles ne retrouvent plus leur ruche, et donc la ruche n'a plus de nourriture. Baisse de l'état général. Et donc malheureusement, on se pose la question, ce qu'elles vont devoir faire pour se défendre, les abeilles. Est-ce qu'elles vont devoir arriver à faire ça? Et malheureusement, on n'a encore pas trouvé de fabricant capable de les faire à cette échelle, donc ça va devenir embêtant. Voilà. Bon, nous allons passer aux diaporammations.